Bonsoir à tous. La nouvelle vient de tomber. Silvinho a été écarté de son poste de coach de l'Olympique Lyonnais et donc une procédure a été ouverte. Donc actuellement, ce n'est plus le coach de l'OL, ça sera Gérald Batic, supervisé par Juninho qui seront à la charge de l'entraînement pour les prochaines semaines. Bien évidemment, pour ce podcast, on va revenir sur le match d'hier, mais surtout donc sur la nouvelle choc de ce soir et tout ce qu'on va pouvoir en conclure, débattre de l'avenir de l'OL, même si pour l'instant on n'a pas trop d'infos, mais on va revenir sur tout ça. Et ce soir avec moi, j'ai une équipe de choc en commençant par Yanis. Bonsoir Yanis. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suppose que tu es plutôt content de cette nouvelle. D'être content parce que c'est quand même chiant d'en passer encore par là, de devoir changer de coach 3 mois après, quoi. C'est c'est beaucoup moins joyeux qu'en mai dernier, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'en mai dernier, on était tous, optimistes pour l'avenir et maintenant on se retrouve ce soir en ce 7 octobre et c'est pas top pour la suite. On a Dylan aussi, un habitué avec nous. Bonsoir Dylan. 1er C'est sentiment? moi, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je viens sur ce podcast, c'est pour parler, tout sauf de foot. C'est qu'il y a un entraîneur qui est en train de se faire virer, donc ça fait toujours plaisir. J'espère venir dans une meilleure période la prochaine fois parce que parler un peu foot. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois tu arrives, tu parles de défaites, de mauvaises nouvelles, donc on va éviter de te réinviter dans le futur pour le bonheur de l'OL. Et on est avec nous, Eddy Fleck. Sofiane, comment tu vas? 1er sentiment, pareil, 1er Ouais, sentiment sur cette éviction de Sylvie. bah, là, j'ai envie de te dire, j'ai l'image, j'ai la vidéo Twitter qui tourne encore dans ma tête, mon pote. Voilà, c'est ça, hein, le mec qui tape dans les mains, comme pour dire au revoir. Enfin, c'était drôle, mais en fait, finalement, ça annonçait un départ. C'est drôle et terrible en même temps. C'est vrai que c'est vrai que c'est triste. Il y a un petit peu de pitié pour, la personne Silvino qui a sûrement été, dépassée par tout ça. On va en parler tout au Ouais, long de ce podcast. Hem, alors messieurs, on va revenir un petit peu sur le match d'hier, ce derby qui a décidé du départ de Silvinho. Tout simplement, sur le match, qui veut commencer? Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut revenir? Qu'est-ce qu'il faut raconter un petit peu de ce match-là, Dylan? Bah, déjà, la composition avec, cette défense à 5 qui bah, elle a marché contre Leipzig, mais remettre la même équipe alors que contre Leipzig, on a eu un peu de chance quand même aussi, où Werner a raté 2 grosses occasions. On aurait dû être mené, 2-0. Sachant que les latéraux ne montaient très, très peu sur le début de match et on a vu qu'il y avait très peu d'intensité, très peu d'envie. Il y avait très peu de joueurs, peut-être hormis Aouar et Anderson qui allaient de l'avant. Donc déjà là-dessus, sur la compo, il y avait peut-être mieux à faire, sachant que Sainté jouait à 5 et qu'on aurait pu, les embêter un peu plus en mettant, peut-être un 4-3-3 ou quelque chose comme ça. moi, franchement, sur la compo, on a regardé le match avec Yanis et c'est vrai que lui, il était pas trop d'accord. Je vais pas lui voler son argumentaire, mais il était pas trop d'accord. Après, dans l'idée, et le marasme dans lequel on était à ce moment-là, remettre, la même composition, en gros, que Leipzig, tu vois? Je suis d'accord que c'était pas forcément adapté parce qu'il manquait beaucoup de joueurs, mais je me suis dit: «OK, il continue un petit peu, il essaye de se rassurer, il continue au moins sur une forme de lancée». Voilà, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, on a changé pas mal de fois de composition d'équipe et bon, j'étais pas forcément OK avec cette idée-là parce qu'il y avait des absents et je pense que tu pouvais, faire un 4-3-3 pour intégrer Dembélé. Mais je me suis dit: «Allez, il a pris confiance, face à Leipzig», même si on a eu beaucoup de chance, il y a eu quand même un peu de mieux sur le pressing, notamment sur les 2 buts qui viennent d'un pressing haut. OK, j'ai pensé que face à Saint-Étienne, il remettait un petit peu la même idée pour se rassurer lui-même déjà, parce que c'est très important, qu'il se rassure et qu'il soit certain de ses choix et ensuite, je m'attendais vraiment à ce qu'il se lâche au niveau, bah, voilà, du positionnement des joueurs. C'était impossible, on va le développer je pense après, mais quand tu es sur une phase de relance, tu es 8 joueurs dans ton camp, dont 2 milieux de terrain qui tournent le dos, voilà, ça c'est pas possible. Mais vraiment dans mon esprit, j'étais là: «OK, il fait un 5-3-2, il se rassure et après dans l'animation, il va demander aux joueurs de se lâcher un petit peu plus parce qu'il a pris confiance par rapport à la victoire à Leipzig» et au final, ça a pas été. Voilà, ça a pas été du tout. Mais c'est dommage parce que je pense vraiment que
ce dispositif, il met bien en avant les qualités des joueurs, parce que ça te permet d'avoir Andersen mieux protégé. On a vu qu'il commençait à monter en puissance. Ça te permet d'avoir ton milieu à 3 avec Mendes, Aouar, Vieira, voilà. Et puis ça te permet d'avoir Memphis dans une position axiale et de ne pas avoir ces ailiers qui sont notre point faible. Mais finalement, c'est pas l'animé. Mais si on Yanis, je vais te donner la parole. Si on revient sur ce match, on affronte l'AS Saint-Étienne, 19e, qui même dernier au moment du coup d'envoi, qui change tout juste d'entraîneur avec Claude Puel. Au final, il y a un match où on s'est fait manger, où la SSE, sans être incroyable et en plus dans les circonstances que je viens de décrire, ont réussi à gagner 1-0. Est-ce qu'on peut se poser la question aussi de est-ce que Silvinho est le seul fautif, là-dedans? Fautif, par rapport à hier soir, tu veux dire ou en général? Bah, hier soir, mais je pense que ça peut résonner un petit peu sur De toute la façon période, sur le début de de toute saison. façon, c'est toujours lié aux autres matchs parce que c'est tu crées pas un collectif en 2-3 jours. Mais il y a jamais une personne qui est responsable toute seule. Mais l'entraîneur a toujours pour moi une responsabilité immense quand, ton équipe produit, heu, un football aussi indigent. Je pense qu'il y a beaucoup de maps sur les derniers matchs qui ressortent avec nos passes dans les 20 derniers mètres. Je crois que c'est Joël qui avait mis une stat, on était dernier ou avant-dernier de Ligue 1 depuis le début de saison sur le nombre de passes dans les 20-30 derniers mètres. C'est affligeant et hier, ça a été le feu d'artifice final, malheureusement, de l'indigence totale qu'on a eue depuis le début de saison, hormis Angers, où on a eu un gros match. Hormis Angers, c'est constamment des matchs où on est d'une neutralité avec le ballon incroyable, où on ne joue pas haut, où on prend peu de risques. Et je pense que hier, ça a été, il est mort avec ses idées, entre guillemets, Et non pas en ces termes de idées de merde formation. en plus. Ces idées de merde, c'est ça qui est terrible, quoi. Bah, c'est ça en fait, non pas en termes de formation, parce qu'il veut pas jouer à 4 derrière, mais en termes d'animation, c'est quelqu'un qui a appris le métier, on le sait avec Mancini, qui a appris le métier en Serie A, qui a une philosophie de jeu pour moi qui était inadaptée à l'OL. Et hier, comme tu dis, Sofiane, il est mort avec ses idées de merde parce que en notre premier tir dans le jeu, on a eu juste un coup franc, un tir sur un coup franc de Memphis en première mi-temps. Premier tir dans le jeu, c'était entre la 65 et la 70e à Saint-Etienne chez le dernier. Un Saint-Etienne en plus décimé. Et il n'a rien changé de la première à la 80 en minutes. Il n'a rien changé du tout. Ni ses idées. Quand Raphaël se blesse, il fait rentrer Kenny Tete en piston droit d'une défense à 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors qu'on était déjà inoffensif. Il n'a pas fait jouer Jiara, ni aujourd'hui, ni mercredi. Ça n'avait aucun sens de A à Z et à aucun moment, il s'est remis en cause là-dessus. Et il est mort vraiment avec ses idées. Et sa première expérience est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Je vais poser la question après, plus tard, si Silvinho, enfin, en tout cas, le profil de Silvinho, parce que maintenant, c'est facile de répondre, mais savoir si ce genre de profil pourrait être un bon choix pour l'OL. Mais j'ai une question: qu'est-ce qui s'est passé entre, le discours qu'il avait en arrivant à l'OL avec sa conférence de presse, où on trouvait un coach qui quand même parlait de jeu, voilà, de système de jeu, de volonté que l'OL maîtrise ses matchs. C'est ce qui manquait à l'OL ces dernières saisons, une volonté de créer, voilà, une identité OL dans le jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce discours qu'il a tenu, les premiers matchs de la saison où c'est passé et ensuite où ça a basculé? Je pense, si je peux me permettre, je pense qu'on a été un peu bouffé par un truc, c'est que on a peut-être mélangé un petit peu le discours de Juninho et le sien. Dans le sens où c'est vrai que Juninho a beaucoup parlé de cette idée-là, de vouloir repartir proprement. Alors, je pense que Silvino était OK avec ces idées-là, mais lui, il n'a jamais vraiment formalisé clairement des idées de maîtrise, ou en tout cas pas assez appuyées. Moi, j'ai souvent entendu parler d'implication, j'ai souvent parlé d'envie. Voilà, j'ai plutôt entendu parler du côté guerrier. Alors, bien évidemment, c'est vrai quand nous on en parle sur Twitter et qu'on se moque un petit peu du FC Short Sally pour rigoler, mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que sans implication, t'es pas une équipe de football, bien évidemment. Sauf que je pense que lui, grandement s'est fait bouffer par ce truc en interne qui vit depuis 3 ans, qui est que cette équipe, elle ne peut pas progresser parce qu'elle manque d'envie, parce qu'elle manque d'implication. Mais le plus important dans cette équipe, c'était pas ça. Voilà. Et c'est pour ça que lui, il est rentré dans ce moule-là.
et qui s'est dit: «OK, le discours, c'est très important, c'est l'implication». Voilà. Dans un premier temps, je pense qu'on s'est fait un peu avoir, c'est que, le discours positif, il était plutôt du côté de Juninho que de Silvinho. Et deuxième chose, pour répondre à ta question sur, pourquoi ça n'a pas fonctionné par rapport au premier match, c'est vrai que le match de Monaco, si on le regarde a posteriori, il y a un carton rouge, il y a des événements qui tournent quand même pas mal dans notre sens et en plus, même sur une grande partie du match, on est très inoffensif malgré nos 3 buts. Angers, c'est vraiment le seul match où putain, j'étais au stade et je me suis dit: «Voilà, au moins face aux petits, on va pas souffrir, on va leur imposer quelque chose». Non pas parce qu'on a gagné 6-0, parce que clairement on frappait au but, il y avait but à chaque fois, mais c'était vraiment dans la volonté d'aller chercher les mecs et de pas la laisser respirer. Je ne sais pas pourquoi ça a pas continué. J'ai ma petite idée, c'est que quand tu perds quand tu perds ton premier match, je pense que le premier match perdu nous a fait énormément de mal contre Montpellier parce qu'il s'est dit ok, ça commence à chauffer un petit peu. En plus, je crois qu'après on enchaîne sur nul contre Bordeaux. Il s'est dit ok, ça va pas être si simple que ça. Les deux premiers matchs étaient trop simples et finalement, je vais peut-être me retrouver dans la galère. Et au fur et à mesure des matchs, il est revenu sur ses idées. Il a été beaucoup plus peureux dans ses compositions d'équipe, dans ses choix en cours de match, et il a tout simplement perdu confiance. Parce que quand un mec a zéro référence en tant qu'entraîneur numéro un et que tu dois gérer une crise, dans un contexte de club qui est en pleine révolution, tu as les supporters qui sont en train voilà, de commencer à se poser des questions. Il faut vraiment avoir des outils, des trucs de communication, des trucs tactiques. Et lui, il n'en a pas assez, tout simplement parce que le mec, il vient de démarrer. Donc, zéro expérience face à un contexte qui commence à mal tourner. Et bah, au fur et à mesure, il s'est enfoncé petit à petit, voilà, dans une forme de peur et ça a rejailli sur les joueurs. Voilà, c'est essentiellement un problème de confiance, même si ses choix à la base, ils sont pas très bons. Mais lui, s'est enterré tout seul. Mais pour revenir sur ce que tu as dit et tu agis sur le déroulement des choses, comment alors on peut justifier le choix de Juninho à ce moment-là, de prendre un coach jeune Pour moi, il est quand on injustifiable. sait comment Franchement, ça se passe? injustifiable. Disons que Il a tenté un coup aussi. vas-y. Il a tenté un coup parce qu'on attendait, supporters lyonnais et même, je pense que dans les hautes sphères, après ces 3 années difficiles avec Genesio, on attendait un coach qui apportait de la fraîcheur, de la nouveauté, du jeu et je pense que le discours de Silvinho, tu disais, Eddy, que je t'appelle Eddy, hein, si tu me permets, T'inquiète, ou t'inquiète. Sofiane pareil, qu'il dans son premier discours, il parlait quand même de jeu, de pressing, des choses qu'on a quand même assez rarement vues, même si le pressing, il a essayé de le mettre en place. On l'a vu par moments, mais pas sur, l'intégralité des matchs. Il a vraiment essayé d'apporter de la fraîcheur, de la nouveauté et je pense qu'il s'est trompé, il a tenté un coup et moi, c'est l'avis que j'ai là-dessus et Aulas lui a donné carte blanche. Il lui a dit: «Pour une fois, on va tenter quelque chose» et malheureusement, ça n'a pas marché. Ouais, mais c'est franchement, c'est moi alors j'adore Juninho et tout, je peux pas le gazer comme ça, même sur Twitter, ça me paraît très difficile de le faire, mais franchement, depuis 87, l'arrivée d'Aulas, il y a eu 2 fois où il a laissé la main, une fois à Claude Puel, ça s'est moyennement passé, encore qu'à l'époque, il y avait un contexte particulier, on sortait des 7 titres et cetera. C'est peut-être aussi qu'on a été un peu dur à certains moments par rapport à lui. Mais là, tu te retrouves dans une situation où il délègue totalement le pouvoir sportif à une personne, une légende du club. En gros, c'était Juninho, tu prends qui tu veux, mais vraiment, c'est qui tu veux. La preuve, il a accepté Silvinho, que personne ne connaissait, mais coach étranger qui ne parle pas français. Enfin, tu vois, c'est énorme d'avoir fait accepter ça à Jean-Michel Aulas. Donc, ça signifie que tu pouvais tout lui faire accepter si tu avais envie. Et Juninho, je comprends pas qu'il n'ait pas choisi beaucoup plus safe. Surtout En fait, dans un moment où tu as une putain de révolution de club qui est unique depuis 87, ne pas trouver un mec avec beaucoup plus de références et surtout se laisser avoir par le discours interne au club qui disait ouais, c'est un problème de mentalité, de manque d'envie, de blabla, alors que c'était pas vraiment ça le premier problème. Il s'est trompé, il faut le dire, il s'est trompé sur ça, même si ça remet pas en cause le respect qu'on a pour lui et sa place dans le club, et j'espère qu'il va continuer son travail au club, mais il s'est trompé totalement. Et ça, on avait tous des doutes au départ sur Silvinho, vraiment. en fait, si c'est pour moi, hein,
expérimenté. Évidemment que c'est mieux d'avoir un nom qui a des références et cetera, mais par exemple, si on Ouais. prend un nom, disons si on prend un Ranieri, rien pour moi, Ranieri, j'étais pas chaud du tout, tu vois? Ça peut être un nom, mais avec une philosophie de jeu qui va pas avec le club, Mmh. ça peut ne pas marcher non plus. En fait, le fait d'avoir pris un entraîneur jeune, novice, comme l'a dit, Dylan, ça a amené, c'est vrai, ce vent de fraîcheur, un jeune étranger, s'il a des nouvelles idées en termes de jeu, tu vois? Par exemple, on bave tous sur un Nagelsmann, tu vois? Un Nagelsmann, il a quoi? 31, 32 ans, tu vois? Et on se dit, ça peut être une nouvelle génération d'entraîneurs qui va amener quelque chose en termes de jeu. L'erreur, elle a surtout été, comme vous l'avez dit précédemment, sur le diagnostic des problèmes sous Genesio, qui a été que sur le niveau défensif, au niveau caractère, à ce niveau-là. Alors, effectivement, il y avait des problèmes à ce niveau-là, mais on a totalement occulté le jeu. Et quand Juninho, dans la conférence de présentation de Silvino, il dit que dans le jeu avec ballon, dans la possession. Ça, c'était faux. C'était faux. Et du coup, on n'a pas du tout travaillé dans ce domaine-là. On n'a pas du tout cherché à concentrer dans ce domaine-là. Et Juninho n'a pas assez centré la philosophie de jeu et le jeu dans sa recherche d'entraîneur. On aurait pu avoir Mmh. un entraîneur jeune, effectivement, un entraîneur jeune, plus un directeur sportif qui commence, plus un effectif jeune. C'est vrai que ça manque un peu d'expérience, tout ça, on est d'accord. Mais il Mmh. aurait pu prendre un entraîneur jeune avec des idées beaucoup plus positives, beaucoup plus on aurait certes eu des irrégularités, l'entraîneur aurait fait des erreurs, mais on n'aurait pas été dans une telle crise et Juninho n'aurait pas été désavoué. Parce que là, en fait, Juninho, moi, ça me fait plus mal pour Juninho que pour Silvinho, au final, ce limogeage, parce que c'est Juninho qui est Ouais. désavoué par ce choix et il se sent fragilisé. C'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur parce qu'il est amoureux du club et qu'il est très investi. Donc, moi, ça me fait mal pour lui. Il s'est trompé. Mmh. Il va falloir que le choix, là, je pense qu'il aura moins de liberté sur ce choix. Je ne sais pas si on va prendre un non francophone pour une mission entre guillemets sauvetage de cours de saison, malheureusement. Euh, le virage, l'idée du virage était bonne, mais malheureusement, on ne s'est pas bien appliqué sur les choix d'hommes et sur la priorité du choix d'entraîneur, la priorité des choses. Donc, c'est vraiment dommage en espérant que ça ne remette pas tout en cause parce qu'on était tous à souhaiter que Olas laisse le sportif et il fallait qu'il laisse le sportif. Et il faut que c'est pas définitif parce que Juninho est encore là. Il faut que ça marche et que ça retourne dans la bonne voie parce que c'est important pour le futur du club. Ouais, juste pour ajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est en gros, tu fais la révolution avec un pistolet à billes parce que même le mec là, Silvinho, moi j'en veux aussi un autre truc, c'est que faire un choix, comme tu l'as dit Dylan, un petit peu novateur, tenter un coup, moi je te dis pourquoi pas, mais il faut que tu aies des, comment dire, il faut que tu aies, au cas où ça ne marche pas, il faut que tu aies sur quoi te retomber, tu vois. Sur quoi retomber sur tes pattes, pardon. Si vient seul Silvino, qui doit faire face à un groupe de joueurs qui a déjà connu Genesio, qui doit faire face à une révolution de club, qui doit faire face à un staff qui n'a pas bougé et qui se retrouve quelque part en infériorité par rapport à ce staff, comment tu veux appliquer tes idées, surtout quand ça commence à tourner mal et que tu connais ta première défaite? C'est très compliqué. Là aussi, lui, il s'est trompé. C'est que moi, clairement, quand j'ai entendu qu'il venait seul ou simplement avec un adjoint, dans ma tête, je me suis dit, il n'est pas sérieux. Parce que si tu as des principes forts et si tu es sûr de toi et si tu veux imposer quelque chose à ton équipe, à ton groupe, à ton club, tu viens avec ton staff en globalité et tu changes tout. Et c'est là aussi que, voilà, on a pris trop de risques aussi dans le changement. Le changement a été risqué parce que tu es dans une phase où tu perds 3 joueurs clés, tu es dans une révolution de club, d'organisation, etc. Et en plus, tu ramènes un coach novice qui vient sans appui, sans pote à lui, quoi, à part Lazaro qu'on a très peu vu. Donc c'est là, tu es vraiment arrivé sans filet, quoi, à la Zub. Pour moi, c'est suicidaire ce qui s'est passé par rapport à son Ouais, arrivée. Ouais. Ouais, c'est vrai. juste rapidement, n'oubliez pas dans le chat, vous pouvez, poser des questions, nos consultants du soir, vont y répondre et les meilleures questions bien évidemment seront, posées, dans le Goncast. Messieurs, j'ai une question par rapport à Juninho. Tout à l'heure, vous êtes revenus sur le discours offensif de Juni, à son arrivée. Au final, il a choisi un coach qui n'allait pas du tout, ou en tout cas pas beaucoup avec son discours et ses convictions à lui. Du coup, ça pose, la question de savoir est-ce que, Juninho, avec son manque d'expérience, peut vraiment, cibler et connaître l'effectif et tout ce qu'il faut actuellement pour l'OL pour rebondir. Et est-ce qui ne cacherait pas une question derrière, est-ce que le prochain coach serait pas tout simplement un choix de Jean-Michel Aulas pour sauver les meubles au moins pour cette saison?
Bah, je me permets de prendre la parole en premier. Vas-y. Quand on écoute, Aulas, quand sa déclaration, hier soir, c'est qu'il a l'air encore de faire confiance à Juninho, en lui laissant le choix du sportif. Il a vraiment insisté sur le fait que bon, c'était surtout par rapport à Silvinho, que c'était à Juninho de prendre la décision de entre guillemets «écarter», Silvinho. Mais, je pense que Juninho, c'est exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très réfléchi. C'est quelqu'un qui est très impliqué en politique, donc quand même quand il parle, il a réfléchi avant de parler. Donc, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Bah, là, il s'est trompé, ça arrive à tout le monde de se tromper. Maintenant, je pense que ça va sûrement il va pas être le seul décisionnaire du prochain coach, ça, c'est sûr. Ça, il va sûrement en parler peut-être avec le staff ou Florian Maurice ou sûrement Jean-Michel Aulas aussi, qui va peut-être avoir son veto à mettre dessus ou pas. Maintenant, je pense que faut encore laisser le temps à Juninho parce que je pense que c'est la bonne personne à ce bon poste, en tout cas, c'est mon avis, là-dessus. Ouais, parce qu'il y a quand même là, on met en avant les points négatifs, de son arrivée à Juninho par rapport au choix de coach. Mais il faut quand même préciser que, moi je le trouve excellent en communication, même s'il y en a qui mettent en avant son côté, voilà, sa fragilité, comme quoi ce serait une faiblesse de montrer tes émotions, et d'être déçu face aux caméras. Moi écoute, nous on sort de dizaines d'années, enfin d'une décennie, voire plus, de détournements de communication, parfois même de mensonges, qui d'ailleurs ont mis les supporters un petit peu dans l'impatience, hein, même par rapport à Genesio d'ailleurs, hein, toute cette période de communication où tu mentais à tes supporters quelque part. Moi, écoute, qu'un mec vienne et soit sincère, et aussi nous dise clairement quand il y a un match de merde, bah, c'est un match de merde, qu'il est déçu, il est au même niveau que nous. Moi, j'y vois aucun problème par rapport à ça. Et je trouve d'ailleurs, depuis que son arrivée, que globalement, même au travers de la communication sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus respectueux, c'est beaucoup plus proche des supporters. Et tu le vois d'ailleurs dans les réactions par rapport à Silvino et par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de mecs qui sont dans l'empathie. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et lui, il a ramené cette forme de calme, cette forme de recul et de sincérité par rapport au club. Et je trouve que c'est très, très positif. Après, sur ses choix, il a bien évidemment de se tromper. Dylan, tu l'as précisé. Mais sur les prochains choix, je pense clairement qu'il aura moins de marge de manœuvre. C'est certain, ça va se passer comme ça avec Jean-Michel Aulas. Il lui Il a y a donné les. D'ailleurs, je trouve qu'on n'a peut-être pas parlé, mais quand Jean-Michel Aulas lui donne les pleins pouvoirs, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais il peut quand même lui dire, t'es sûr de ton coup, Silvino tout seul? Enfin, moi, par rapport à mon expérience, je dirais peut-être que c'est ce risqué. qu'il lui a dit, hein. Peut-être qu'il lui a dit. Alors dans ce cas-là, ils ont mal pris, parce que pour moi, c'est une double, ouais, c'est une double présidence, même si, Aulas a pris du recul et ça, j'en suis très content parce que même d'ailleurs sur ses rares interventions cette année, je l'ai trouvé très bon. Il Ouais, je pense que c'est quand même aussi un peu de sa faute, ce choix de coach. Tu peux pas dire: «Je donne tous les pouvoirs à Juninho et puis moi tu te démerdes, après». Il est quand même le patron, donc il a un œil sur ça, il doit avoir un œil sur ça aussi. Mais je pense que sur les prochaines décisions, malheureusement, ou pas, je ne sais pas exactement comment me positionner, Juninho aura moins les mains libres, que ce qu'il a eu depuis le début. Edouard G Juste qui une vient question de par rapport à Jean-Michel Aulas. Vous avez souligné le fait que Silvinho est venu, sans staff, un peu tout seul, juste avec un préparateur vidéo, enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça exactement, mais quelqu'un pour la vidéo. C'est aussi dans l'habitude de Lyon de faire venir, des coachs ces dernières années, hormis ceux qui sortent, du cru lyonnais, de les faire venir sans staff. Est-ce que ça serait pas aussi peut-être une consigne de Jean-Michel Aulas en disant à Juni: «Je te laisse le choix du coach, il peut faire venir un ou 2 membres du staff, mais sinon, la base elle est là, elle est solide et ça bouge pas». sûr, je suis pas sûr. Je pense que Moi non plus, ouais. Ça soulageait Juni, hein, d'être dans une aussi de pas tout casser, vis-à-vis des joueurs. Je pense que ça le soulageait aussi de faire ça. Donc je suis pas sûr là-dessus et là, il y a eu Édouard G qui vient de dire sur RMC que Aulas aurait dîné avec Laurent Blanc le 27 septembre. Alors, la source, c'est Édouard G, donc il faut prendre avec des pincettes parce que je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a eu une bonne info sur l'OL Mmh. même un bon papier sur l'OL. Mais en gros, il y a Édouard G qui vient de sortir ça et sinon pour ta question, non, je pense qu'il voulait avoir une forme de continuité et je pense que là, par contre, chaque personne du staff, sa place est en suspens. Je suis pas Ouais. sûr qu'on continue avec Mais ces personnes.
Mais tu sais, Yanis, moi j'ai été, parce qu'on va pas refaire l'histoire, quand, quand il a annoncé qu'il venait avec très peu de monde du staff, enfin de son staff, Silvinho, j'ai Mmh. trouvé ça un peu bizarre. En revanche, quand j'ai entendu, bah, qu'il y avait encore des membres du staff de Genesio présents encore, je me suis dit: «Écoute, c'est bien, ça va faire une forme de transition, une révolution un peu moins dure, Mmh. au moins pour les premiers temps», donc voilà, j'étais plutôt OK avec cette idée-là. Le problème, c'est que souvenez-vous, très, très vite dans la saison, il y a une sortie de Juninho qui est pour moi super importante et peut-être qu'on n'a pas mis en avant. Il faudrait retrouver la décla, hein, mais en gros, il disait: «Il faut que le staff, intègre un peu plus Silvinho». En gros, il était pas content, des débuts. Il trouvait que le staff était un petit peu éloigné de lui et qu'il le prenait pas assez en compte Ça, et c'est ça quelque chose qu'il a ouais, mis en avant, pas que sur cette déclame, mais sur d'autres aussi, où il ouais mettait souvent en cause, il avait toujours un petit mot pour le staff en disant qu'eux aussi devaient se réveiller, dans les et moments et finalement, tu vois, ça c'est franchement, ça, je pense que et ça n'a pas été c'est mis en avant par nous, par tout le monde, c'est que c'était une erreur de garder ce staff. S'il fallait faire la révolution, maintenant je pense qu'il fallait la faire totalement et qu'ils ont une grande part de responsabilité dans cet échec et même si on n'est pas en interne, c'est ça aussi qui est important du côté de Juninho, c'est qu'il a des défauts, certes, il a fait une erreur peut-être, mais en soi, il nous explique ce qui se passe. Même s'il nous dit pas clairement, on a tout de suite compris que ça a pas voilà, ça a pas matché avec le staff en interne et ça nous a causé du tort forcément, et ça nous a causé du tort dans une période où on n'avait pas le temps de perdre du temps. Il y a Au final, beaucoup de cet été réactions sur le chat, concernant les prochains, entraîneurs de l'OL. Évidemment, pardon, c'est ce qui fait parler sur Twitter, qui va entraîner, l'Olympique Lyonnais, dans les prochains jours, les prochaines semaines, pardon. On va en revenir, un peu plus tard, sur ça, dans le podcast, sur savoir qui veut qui. Mais, j'ai posé une question, pardon, par rapport à Juninho qui revient souvent, sur les réseaux sociaux et qui est revenu dans le chat. C'est, est-ce qu'il pourrait prendre la place, sur le banc en tant que non, coach? Non, non, il acceptera pas, je pense. il y a Non mais 0% de chance à peu près. non mais est-ce qu'il y a des mecs qui souhaitent ça parce qu'ils voulaient que le club implose avec sa légende et tout? Non mais là, si tu veux creuser encore plus le trou, tu fais ce choix bien évidemment, mais de toute façon il le fera pas, il sait que Non, c'est mais trop risqué. il y a Il y a aucune logique 0% à de faire chance. ça. Oui, mais pas du tout, pas du tout. Mais par contre, je trouve que le choix limogé Silvinho, moi je savais qu'il allait dégager, on savait tous qu'il allait partir, mais ça a été fait quand même assez rapidement. On est que lundi, lendemain de derby. Ça signifie quand même qu'ils ont travaillé déjà, je pense, pour une piste qui est déjà bien avancée. J'ai aucune info, hein, bien sûr, mais je me dis que si tu es pas sûr de ton coup, tu laisses passer un petit peu la trêve, tu réfléchis, même si c'est tendu et qu'il y a clairement aucune Mmh. porte, de sortie, enfin d'entrée pour Silvinho maintenant, mais tu attends un petit peu. Là, la décision a été prise quand même très, très rapidement, donc je pense qu'il y a quand même là, quelque part, voilà. Il y a Peut-être, eu je sais pas, je vous pose la question, mais peut-être qu'il y a eu après le match de Nantes, déjà une discussion, sur le fait de continuer ou non avec Silvinho, et on va dire le Ouais, derby d'hier a c'est sûr. permis de Bah, de savoir, quoi. on en avait parlé dans le podcast de la semaine dernière aussi, c'était que les 2 matchs de cette semaine étaient hyper importants. Leipzig, il s'est, on va dire, sorti un peu de la zone rouge avec une victoire, mais c'était vraiment du bonus parce que la Ligue des Champions, il restait 4 matchs derrière, donc tout était encore possible pour la qualification. Mais le derby, c'est vraiment un match couperé où peu importe ce qui se passe et même si tu joues bien, si tu le perds, en général, pour un coach, c'est difficile. En tout cas, il y a une période difficile pour lui derrière. Là, c'était une trêve, donc 15 jours où tu peux pas vite revenir aux affaires et s'il y avait eu un match dans 3 jours, ça aurait été différent, bien sûr. Mais là, comme on l'avait dit la semaine dernière, le derby était décisif et il a été au final, décisif, avec cet écart, enfin, Silvinho qui a été écarté. ouais, parce qu'il s'il le gagne, clairement, il reste, hein. Je pense Ah que oui, oui, même totalement, ouais. s'il fait nul, je pense qu'il part quand même. Enfin, vu Oui. la si hier on prend pas le but à la fin, vu le match absolument dégueulasse, je pense qu'il part quand même. Mais, moi, d'après ce que je sais, il y a pas des contacts proches encore, sur un nouveau coach. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, ça a pas de valeur ultime, hein, mais, il y a pas de contact nécessairement proche. Je pense qu'on a dû dès demain et qu'il y aura un favori qui va se dégager et qu'on va tout faire pour opérer vite et pour vite choisir cette personne. De tout Je mmh. pense pas qu'il y ait encore une personne qui soit proche de signer là.
Après, Mais tu vois, il faut tempérer. d'où La, le fait que la Batik l'entraîne, situation, elle est, la période. je trouve que c'est quand même un bon moment pour changer. Il faut tempérer un truc, c'est que tu es bien lancé en Ligue des Champions. Mine de rien, comptablement, ça se passe plutôt bien. En championnat, bien sûr, il y a des mecs qui sont là, ils te disent: «Tu as un point de la relégation». OK, OK, c'est un championnat super homogène. Mais tu sais très bien qu'en Ligue 1, si tu changes comme ça en cours de saison de coach et que tu as une série, on n'est pas très loin. Je crois qu'on est à quoi? On est à 5 points ou 4 points, je crois, du top 4. Ouais. Donc, vu les équipes comme ça sur le podium, Angers, Nantes, descendre. Donc, en termes de points, il y a certes une urgence, mais je veux dire, la saison, elle n'est pas cramée. Quand j'entends des mecs qui nous disent que la saison, elle est morte, c'est pas vrai. Il suffit de regarder en Ligue 1, tu joues une demi-saison correcte, tu es dans le top 5. Donc, si nous, on remonte comme on devrait le faire, on finira facilement sur le podium, je pense. Après Mais c'est vrai que c'est le bon attention, moment pour changer. faut que ça parte dans le bon sens, Non, attention, parce que Yanis, non, Yanis, franchement, non. là, si tu te trompes, si le coach s'apprend pas non plus, il faut faire attention à pas faire une Monaco la saison dernière, à vivre une saison Oui, très difficile. oui, oui, mais bien sûr que le choix du coach sera très important. Mais vraiment, si le scénario catastrophe où tu finis très très loin du podium, je peux pas l'imaginer actuellement. Monaco, le problème, c'est que on va pas faire un Mais ça podcast. ce sera C'est mieux que pas. Monaco évidemment, parce qu'il y a pas la même base qu'à Monaco, enfin, il y a on est totalement différents de Monaco, mais on est du trou collectivement, individuellement aujourd'hui et il va falloir que le prochain coach arrive à vite, à inculquer des bases offensives pour être un peu plus dangereux, défensives et il va falloir vite que ça parte dans le bon sens. Je suis d'accord avec toi que c'est pas podium, Non, si tu non. fais une série, c'est pas fini du tout, mais il faut que ça parte, c'est maintenant ou jamais, il faut que ça reparte dans le bon sens. Là, on va jouer des adversaires prenables comme on l'a fait toujours depuis le début de saison et il s'agirait de faire une série maintenant. Avant d'évoquer, parce que Yanis va bientôt, devoir, s'en aller, avant d'évoquer vos demandes et ce que vous préférez chacun par rapport à un coach, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que Bruno Genesio pourrait revenir sur le banc, pendant la saison? Non, je pense que Et c'est bon, bah, la situation serait invivable pour lui, là et pour le Franchement, ouais, club bah, aussi. en tant que fan de troll, je trouverais ça exceptionnel. Mais vraiment, limite, je le souhaiterais. Non, mais non, t'es fou, c'est toi. parce que Yanis a C'est évoqué impossible. le cas Jardim, qui était revenu. Bon, là, c'est pas à peu près le même Ouais, c'est pas le ouais, même ouais. contexte, mais j'ai Non, non, de non. suite pensé à Bruno Genesio, de Non, non, retour non. sur le banc et Non, mais, Ouais. s'il non, peut mais nous achever là, ça serait bien. franchement, non, mais ouais. Non, c'est pas possible parce que c'est très bien qu'en termes de climat, c'est beaucoup trop important, c'est pas possible. En En plus, plus, il y a hier, je sais plus. pas si vous avez vu, hier, il y a Hmm. eu des gros soucis, il y a eu des agressions quand les Lyonnais sont rentrés au centre d'entraînement à l'OL foot, où c'était assez chaud. Il y avait un mec avec un cocktail molotov et je rigole pas. C'était vraiment chaud. Il a fallu que la police intervienne. Il y a eu des abrutis qui ont entendu l'équipe, les dirigeants, l'entraîneur et c'est peut-être ce qui a précipité l'annonce aussi du départ pour apaiser tout, mais il y a SoFoot qui a sorti un article là-dessus. Ouais, Ouais, évidemment, on rappelle on que c'est avait. que du foot, faut pas Ouais, non, mais pas en plus, je lui ai pas dit sur Twitter à Antoine Godon de se calmer. Le mec, il veut pas m'écouter. c'est vrai que de temps en temps, ça peut attiser la haine et on les vos propos, je parle pas bien évidemment à vous, mais à l'ensemble sur Twitter, Oh que si. ça peut être, très mal interprété. Du prochain entraîneur, pour vous, on va commencer par Yanis puisque tu vas bientôt, devoir partir. Ouais. Quel choix favori, qu'est-ce que tu viserais? Heu, alors moi, je viserais bon là, on est un peu je pense que c'est trop difficile, mais je viserais un Gallardo, ou un Favre, mais c'est difficile les 2 parce qu'ils sont en place, en poste, même s'il y a une petite ouverture parce que Favre, le timing est trop court, faut en choisir un cette semaine. Gallardo, c'était le favori cet été de Aulas et ça, c'est vrai, Aulas le voulait. C'était temps pour l'avoir, quoi qu'il arrive, mais ça veut dire qu'il y a de la suite dans les idées pour les 2 qu'Aulas a convoité. Dans ceux qui sont libres, moi, j'en vois 2 qui ressortent. Ce serait Marcelinho, donc l'ancien de Valence qui a été, limogé en début de saison pour des raisons tout sauf sportives, qui est un coach très, très fort tactiquement. C'est pas le coach espagnol de basique, de base de jeu de position. C'est pas nécessairement que du jeu de possession, mais c'est un coach très, très fort. Laurent Yanis, Blanc. Laurent Blanc, ouais. non, juste par rapport à Marcelinho, j'entends totalement que c'est un très bon coach, mais par rapport à notre situation, tu vois, il a mis du temps à Valence avant Mmh. d'imprimer quelque chose à son équipe. L'équipe je me rappelle, en début de saison dernière, il était à 2 doigts d'ailleurs de se faire virer à Villarreal.
Et après, Ouais. ça a été beaucoup plus positif. Donc moi, j'entends totalement cette idée-là, de coach, mais malheureusement, ce qui est chiant dans cette histoire, c'est qu'il Il y a faut pas de choix trouver un safe. coach. Ouais, voilà, mais surtout, faut un coach d'urgence, faut un coach opérationnel. En Et Courbis? hein? Ouais, voilà. Non, mais ce qui est fou, c'est que là, ta question, elle est totalement logique, hein, de demander qui pour le succéder, qui on aimerait. Mais est-ce qu'on aime ici, là, sur le podcast et même sur Twitter, est-ce qu'on a envie de choisir un coach pour de l'opérationnel? Tu vois, c'est ça, moi, qui me fait chier. C'est que je suis pas sûr qu'on est capable et que le choix va se porter sur un coach qui va monter un projet à long terme. Parce que là, on est clairement en urgence malgré tout Même de s points. Le problème, c'est Donc, c'est il signera 2 ans le coach, donc tu vas signer un coach qui restera moins enfin, qui aura un contrat de 2 ans, donc Je suis d'accord, mais il va faire une sorte de entre mix. l'urgence ouais, Il ouais, va ouais, faire c'est une sorte de difficile. mix entre l'urgence et l'opéra. C'est ça Et ça sent le Laurent Blanc, au final, avec tout ça. voilà, Quand tu réunis tout ça, ça sent le Laurent Blanc. C'est la moins exactement. pire des La solutions, on va question que dire. j'allais vous poser, c'est Laurent Blanc, c'est le nom qui revient le plus dans le chat. Alors, il y a aussi la question de Laurent Blanc sans Gasset, mais ça, c'est une autre question. Mais est-ce que pour vous, il ne représente pas le profil un peu idéal au vu de la période et ce qu'il faudrait cette saison pour l'Olympique lyonnais? Écoute, moi, c'est pas le choix qui me ravit comme ça de base. J'aurais espéré qu'on finisse pas sur ce genre de débat en septembre, finalement. Mais bon, pour de l'opérationnel, si lui, il a envie de coach qui connaît très bien la Ligue 1, au niveau du système qu'il a toujours mis en place, le 4-3-3, conviendrait parfaitement à ce qui a été monté en termes de recrutement de notre côté. Travaille avec les jeunes, je pense il est un peu mieux que Silvino, en même temps, ça va pas être difficile. Et sur de l'opérationnel, écoute, je pense que ce sera un bon choix. Ce sera un bon choix, mais clairement, là aujourd'hui, tu vois, il y a encore le cadavre entre guillemets de Silvino qui est encore là. Donc, je sais même pas si j'ai envie de penser au futur coach, mais c'est clair on va tous se retrouver sur ce nom-là, hein, parce qu'il coche beaucoup de cases, hein. Il coche beaucoup de cases. Ouais, ouais. Et notamment dans le chat, ça parle donc les choix qui reviennent le plus souvent. Donc Blanc, Marcelino, dont vous avez évoqué, mais il y a aussi Gallardo, il y a aussi Wenger, Rémi Ouais. Garde. Est-ce que c'est des Gallardo, noms c'est impossible quasiment pour qui vous l'instant. Et la Parce Copa qu'il est en, Libertadores, ouais, en Copa, ouais, encore. Wenger, tu peux aussi oublier, hein, doublon avec pourquoi il viendrait, Juninho. hein. Non, mais il y a une autre idée. Il y a une autre idée. Moi, avant Silvino, j'avais sorti quelques noms. Alors, il y avait Gasperini à l'Atalanta, tu vois, mais Gian ça, c'est pour un projet beaucoup plus long terme. Paolo. Ouais, il y a Gianpaolo qui va se faire dégager du Milan AC, remplacé par Spalletti apparemment. Et lui, il avait montré de belles choses à la Sampdoria, je crois, si je ne me trompe pas, de club. Et bon, Andersen, il a une. ouais, ça peut être une bonne idée, mais est-ce que tu vas partir sur ce type de coach étranger? J'ai des doutes. On Après, prendra il y pas a un un nom autre. francophone. On prendra pas Non, un nom francophone en cours de saison. ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a une idée là. Maurice est fan de lui. Flo Maurice est fan de Gianpaolo. Ok, bon, mais il adore la Serie A de toute façon, il a dit. Mais il y a une idée, moi, que j'aime bien et que j'aimais déjà avant Silvino, même si je vois que sur Twitter, les Niçois sont en train de le gazer. Je trouve que quand même, Patrick Vieira, ça peut être une bonne idée. Après, j'en suis pas convaincu à 100%, mais je me dis, dans son relationnel avec les joueurs, son travail avec les jeunes, la façon dont il a monté Nice avec très très peu de joueurs, il joue avec Loussamba en grande période. Écoute, il connaît la Ligue 1, il a une petite expérience maintenant de notre championnat. Avant l'arrivée de Silvino, je trouvais que c'était entre la carrure internationale, la connaissance du championnat et le fait de prendre un petit novice comme ça, entre guillemets, je trouvais que c'était une bonne idée avant Silvino. Donc là, si à Nice ça tourne mal, en plus j'ai vu que Rimandi, qui l'avait ramené à Nice, dégagé, et que apparemment les Anglais ils sont plutôt pour le virer et mettre un mec qu'ils ont choisi. Bon, là, ce serait pas une solution à court terme parce qu'il va pas être dégagé pendant la trêve, mais l'idée aussi, Patrick Vieira, c'est dommage, je pense qu'on n'est pas assez approfondi. Ouais, Sofiane, juste pour dire au revoir à Yanis qui va devoir nous quitter, un consultant star qui est pris sur toutes les émissions du PAF. Heu, on te souhaite un bon club des 5 Merci. Yanis et puis à bientôt sur le Goncast parce Merci. qu'on n'en a pas fini de cette belle. Ouais, ouais. Merci, à bientôt et bonne fin de podcast. Salut Yanis. Ciao. Merci Yanis. Alors il me reste
reste plus que Sofiane et Dylan. On va pouvoir terminer ce podcast tous les trois. Donc on va revenir sur donc l'actualité qu'il y a eu là aujourd'hui. Mais j'ai une petite déclaration de Jean-Michel Aulas qui avait dit ça hier soir après le derby. Donc il y a un conseil d'administration qui aura lieu demain. C'est pour ça que je pense que la décision a été prise aussi rapidement. C'est parce que je pense que hier soir, après le derby, dans la tête du président, c'était acté Ouais. et qu'il attend, c'est ce qu'il dit, mais Juninho peut me proposer des choses et je trancherai avec le CA. Donc on sent quand même que Aulas a envie de reprendre la main sur la suite et puis laisser faire Juninho comme il a pu faire cet été. Bah, je suis pas vraiment certain de ça. Après, je pense qu'on va finir par arriver à cette idée-là. C'est que quand, mine de rien, quand tu donnes les pleins pouvoirs et qu'il y a un échec, parce que c'est le cas, c'est une situation d'échec, au moins temporaire, forcément, tu perds un peu de pouvoir naturellement. C'est comme ça dans toutes les entreprises et ça l'est à l'OL. Après, hier, j'ai quand même eu la sensation qu'il lui disait, j'ai vu sur Twitter d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire, mais j'ai pensé à ça aussi, c'est que, tu sais, comme le parrain, quoi, le parrain et son élève, il lui dit, bah écoute, je te donne le flingue et c'est à toi de dire à Silvino qu'il part. Donc j'ai quand même la sensation qu'il veut le responsabiliser encore et qu'il veut qu'il assume totalement ses choix. De toute façon, je pense que Johnny nous les aura assumés, mais qu'hier, il lui tendait la main pour qu'il s'exprime et qu'il dise que c'était, voilà, qu'il prenait la décision, en tout cas, de reconsidérer son choix. Donc, je suis pas sûr voilà, qu'il le dégage totalement et qu'il revienne comme ça sur le devant de la scène. Je pense que c'est pas sa volonté. Mais ce qui est sûr, c'est que, il aura beaucoup plus de contrôle que ce qu'il a eu depuis juillet, que ce soit en interne, que ce soit peut-être dans la communication externe. Et bon, moi, je suis pas forcément content de ça parce que je trouve au niveau de la com, au moins, ça fonctionnait plutôt pas mal avec Juninho sur le sportif et Aulas qui venait comme ça, qui était d'ailleurs beaucoup plus efficace quand tu le vois un petit peu moins. Mais bon, quand tu connais un échec, forcément, ouais, il va revenir naturellement un peu plus. Et puis ça rassure un peu aussi tous les supporters, tout le monde que Aulas lève la voix parce que c'est dès qu'il parle, tout le monde l'écoute. Là, depuis Ouais. la fin de Genesio, il est redevenu entre guillemets «normal». Donc, Mmh. mais moi je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais moi j'ai cette impression dans chaque interview donnée par, Jean-Michel Aulas, elles sont peu nombreuses, hein, depuis le début de saison, mais que petit à petit, il essaye de passer le relais à Juninho et pourquoi pas lui laisser le relais en fait en tant que président, d'ici, je sais pas 4 5 ans. C'est vraiment cette sensation que j'ai, en lisant les interviews d'Aulas, et je ne sais pas si je lis des messages ou c'est moi qui interprète mal les phrases d'Aulas, mais j'ai l'impression qu'il a envie de le propulser, pourquoi pas président et d'en faire le futur président de son club et qu'il a vraiment confiance en Juninho. C'est vrai qu'on sent sur ce côté-là que depuis qu'il a annoncé officiellement que son fils, n'était pas intéressé par le côté, sportif, d'OL Group, qu'il a en Juninho la volonté de l'installer, un peu plus tard. Enfin moi, c'est ce que j'ai un peu compris aussi via les déclarations, la façon de faire de l'AS. Je reviens sur les coachs, messieurs. J'ai une question, parce qu'il y a le choix du coach, mais aussi les choix du staff. Vous êtes plutôt favorables, si j'ai bien compris tous les 2 à une éviction du staff, en place. Comment c'est possible, alors que la saison a commencé, qu'on ait un club comme l'OL, de ramener un coach, de pouvoir ramener tout un staff comme ça en plein milieu? Et comment, c'est enfin, c'est possible que la sauce prenne assez rapidement pour sauver la situation? Déjà, la situation, elle est pas normale, que ce soit pour l'Olympique Lyonnais ou pour un autre club. Hem, Après, tu es dans un contexte, rappeler, on le redit, c'est que c'est, unique dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, la façon dont on fonctionne, en tout cas depuis 87, et que forcément tu auras, des couacs. Alors moi, je pensais que les couacs allaient arriver un peu plus tard, ils arrivent, tôt. Donc tu auras forcément des situations, uniques, dans le bon ou dans le moins bon, heu et donc ça implique parfois aussi un changement de coach, un changement de staff en pleine saison. Ce qui peut te sauver, c'est vraiment que tu es dans un championnat qui est homogène, qui est plutôt entre guillemets «faible» et que tu auras du temps, même si tu te trompes totalement, tu auras du temps pour rebondir, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que l'année dernière, enfin même sur les dernières saisons, tu as beaucoup d'exemples de clubs qui ont totalement changé de politique sportive, de coach, de staff et qui s'en sont sortis. Donc je pense que la Ligue 1 finira par nous sauver. Mais c'est clair que tu ne dois pas te tromper, à plus d'une reprise sur cette saison. Ça, c'est évident. Mais ouais, la situation, elle est unique parce que
parce que tu es dans un changement d'air, unique et qu'on a mal calibré, les rythmes et que tu te retrouves bien sûr à totalement changer. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur. Là, la décision a été prise de faire partir Silvinho. Faut pas se poser de questions. Voilà, il faut que ce soit sur cette même lancée. Ça ne marche pas, et ben on change. Écoute, on changera aussi de staff s'il juge nécessaire qu'on doit changer. Et voilà, je pense il y a pas de comment dire? Il y a pas d'inquiétude particulière par rapport au fait de changer totalement de méthode. De toute façon, ça ne marche pas, donc autant proposer autre chose. Et puis le staff a quasiment pas changé depuis Genesio, donc au final, le seul changement qu'il y a eu et on l'a un peu dit tout à l'heure, c'était, Silvinho avec son adjoint, donc au final, si on change tout maintenant, il va peut-être y avoir ce vrai vent de nouveauté qui va arriver aussi. Ouais. Et j'ai une question par rapport, on ne l'a pas évoqué parce que bon, vu le contexte, c'était un peu trop compliqué, mais la Ligue des champions en général, l'OL, a remporté son dernier succès de la saison en Ligue des champions, à Leipzig. Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'entraîneur, pour le groupe de s'appuyer sur quelque chose où l'OL a obtenu un résultat, on va dire, positif et qui pourrait permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau? Bah, le match contre Leipzig déjà aurait dû être, ce symbole de renouveau pour l'OL où il y a eu un état d'esprit irréprochable. On a vu des joueurs, enfin, je sais pas si c'était surjoué ou si c'était dans l'euphorie du restaurant avec Léo Dubois, mais, des joueurs qui se prenaient dans les bras, qui allaient voir Silvinho, qui étaient ensemble, et je pensais peut-être qu'on allait pouvoir avoir ce symbole de renouveau après le match contre Leipzig. Malheureusement contre Saint-Étienne, ça a directement, volé en éclats, donc, mais clairement, oui, la Ligue des Champions peut être une bouffée d'air frais, comme la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, enfin, qui vont arriver plus tard, peuvent être des compétitions qui vont faire du bien et qui peuvent créer un élan nouveau dans le groupe. Mais là, quand on voit le calendrier, voilà, retour de la trêve, il est assez, on va dire, simple. C'est une réception de Dijon, une réception de Metz avec Benfica, un déplacement à Benfica entre-temps. Franchement, ça laisse un peu de temps quand même aussi pour travailler et gagner des matchs peut-être de façon dégueulasse, mais de gagner des matchs quand même. Ouais, ce qui est terrible, mine de rien, ce qui est terrible, c'est que bon, on va pas reparler de Genesio, mais je pense que de ce qu'il y avait retiré tactiquement, il y avait très peu de choses à retirer tactiquement, pour Silvinho. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il s'est perdu, parce que la tâche était énorme et que lui était pas bon aussi. Mais ce qui est ouf, c'est que pour le prochain coach, sur le début de saison, il y a absolument mais rien, à récupérer. C'est-à-dire que même individuellement, peut-être la montée en puissance d'Andersen sur les derniers matchs, vas-y, on peut considérer que c'est une avancée, mais à part ça, tu vois, il va se retrouver avec des. Alors, je veux bien entendre que tout ce qui a été monté tactiquement et le système n'a pas mis en avant les joueurs, n'a pas mis en valeur les joueurs. Mais moi, au-delà du système, j'ai des gros doutes sur beaucoup de joueurs dans cette équipe et des joueurs cadres, hein, je te parle. Si on parle de Thiago Mendes, si on parle de Dembélé, comment on va le retrouver à l'arrivée du nouveau coach? Est-ce que Traoré, tu peux compter sur lui? Cornet, tu peux compter je te parle des sorties de banc, hein, bien sûr. Est-ce que la profondeur de cet effectif voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a même chantier, voire pire, que depuis le début de saison. Donc, je pense que le mec qui va débarquer, il a plutôt intérêt à ne pas à ne pas penser au passé, justement, à ne pas s'appuyer sur ce qui a été fait et à repartir vraiment de zéro avec un nouveau staff et une nouvelle vision. Et je pense il y a que comme ça qu'on s'en sortira. En tout cas, ce qui a quand même tué les joueurs, c'est que ce que proposait Silvinho, c'était une approche négative du football, c'était ne montez pas les latéraux, ne prenez pas de risques. Et c'est clair que si un coach arrive et a un discours un peu différent, basé un petit peu sur le plaisir et une meilleure maîtrise tactique, t'inquiète pas, tu peux les remonter au moins moralement assez rapidement. Après, est-ce que ça comblera leur faiblesse individuelle? Ça, j'ai un peu plus de doutes sur notre effectif. C'est le cas de l'effectif, j'allais, revenir, dessus juste avant qu'on conclue. Je pense qu'on va y revenir, plus grandement, au moment du retour du Goncast avant, le match contre Dijon ou après, je ne sais plus exactement quand ça tombe, mais pour le Goncast, du match contre Dijon. Mais est-ce que cet effectif jeune, qui semble un petit peu sans repère, en tout cas ces dernières semaines, est capable de rebondir, est capable de montrer du caractère, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup depuis ce début de saison du côté des joueurs? Bah, c'était un petit peu le problème qu'on avait hier soir, c'est qu'il y avait quasiment pas de joueurs
qui remobilisait les joueurs. Peut-être que Anthony Lopez, il faudra voir la question du nouveau capitaine sûrement avec le nouveau coach. Je pense que Dubois ne va pas retoucher au brassard. Peut-être que Denayer va le garder, mais je pense que, par exemple, si on confie un rôle plus important à Lopez dans le vestiaire, parce que Lopez aurait dû être ce fusible qui permette à Silvinho de faire le lien entre le groupe et lui, qui parle portugais en plus, comme Silvinho, et qui parle français aussi. Peut-être déjà un Lopez dans le vestiaire sera plus important parce que c'est marquant sur son interview d'après-match sur Canal. Il est révolté, mais on le voit pas révolté forcément sur le terrain non plus. Moi, j'ai cette image contre Nantes, je crois que c'est contre Nantes, où le Denayer sort, je crois, et Marsal va vers Lopez lui donner le brassard et Lopez renvoie le brassard vers Dubois directement, un peu dégoûté. Donc déjà, Lopez peut être une des armes sur ce point-là. Après, il y a des joueurs qui doivent prendre du poids aussi dans cette équipe. Je pense à Oussem Aouar, que ce soit dans le jeu ou en tant que leader, même si ça peut être compliqué vu son jeune âge et vu les joueurs qui y a autour. Memphis aussi peut être un bon pilier de groupe, hein. On a vu ses sorties, elles étaient très très bonnes aussi, souvent dans un bon état d'esprit, pardon. Donc, il y a des joueurs capables d'être leaders de ce groupe, mais il faut qu'ils s'affirment, en fait. En tout cas, c'est mon avis, hein. Et oui, je sais pas si tu avais répondu, Sofiane, mais en tout cas, oui, cet effectif aussi, il y a une question de mentalité, de caractère, mais il y a aussi une question, juste avant de conclure, en termes de qualité de joueur. C'est un sentiment que je pourrais avoir, mais je ne sais pas si vous partagez le mien, qui a quand même eu, cet été, un recrutement, bon, encore, très, très jeune et au final, est-ce que ça manque pas aussi de qualité? Parce que quand on regarde, ces dernières semaines dans le Goncast, on a beaucoup parlé de Lucas Touzard et aussi de d'autres manquements du côté de Traoré, de Cornet, entre autres. Est-ce que ça manque pas aussi de qualité tout simplement, intrinsèque sur le terrain? Si, si, forcément, bien sûr. Et ça doit être comblé par, heu, comment dire? Par un coach vraiment. C'est pour ça que l'idée du coach inexpérimenté, c'est aussi une mauvaise idée. C'est parce que tu es sur des joueurs qui sont en devenir pour la plupart. Après, moi, j'aime pas trop l'idée du mot jeune, parce que clairement, est-ce que Aouar est vraiment un joueur jeune? Vu son expérience en Ligue 1, il commence à avoir quelques matchs à son actif. Je vous rappelle qu'Aouar au Vélodrome, c'est lui qui est le seul présent. Sur les gros matchs, sur Manchester City, il est également là. Je veux dire, l'idée de jeunesse, elle est à relativiser par rapport à l'expérience de ces joueurs. Et au final, tu verras qu'il y a très peu de joueurs dans cette équipe qui débutent vraiment en Ligue 1, à part Jeffrey Adelaide. Mais si tu considères qu'à Angers, c'était que ses débuts, voilà, dans l'effectif, tu n'as pas non plus beaucoup de joueurs à proprement parler jeunes en termes d'expérience Ligue 1. Donc, c'est un premier point. Après, au niveau de la qualité individuelle, bien sûr qu'il y a des manques, mais tu as quand même des joueurs de bonne qualité. Au milieu de terrain, je pense qu'en Ligue 1, tu peux quand même dire que c'est top 3. Devant Dembélé, Depay, ça reste dans le haut du panier aussi Ligue 1. On a des faiblesses qui sont identifiées, ce sont les latéraux. Ce sont les latéraux qui est parfois un petit peu léger. Je veux dire, pour la Ligue 1, c'est largement suffisant. Sauf que tu dois adapter ta tactique par rapport à ça. Quand tes points faibles sont les latéraux, tu ne demandes pas à ton plan collectif de faire partir tes ballons sur les côtés. On a mis tout en avant, on a mis tout le poids technique, tout le poids tactique sur nos joueurs de côté, et c'est notre point faible, que ce soit les ailiers et que ce soit les latéraux. Donc déjà un coach qui mettra en avant nos qualités, parce qu'on en a quand même, notamment au milieu de terrain, dans la possession du ballon, parce qu'on a des joueurs qui savent résister à la pression. Déjà, tu verras un peu plus les qualités des joueurs en avant, et on parlera peut-être un peu moins de ce problème de mentalité, d'état d'esprit et de leadership qui est réel bien sûr, mais qui peut largement être masqué par un coach qui, lui, a ce leadership et qui, lui, a ces bonnes idées tactiques, cette assurance, pour qu'on voit moins ces problèmes-là. Parce qu'hier, clairement, il y a un souci peut-être de leadership chez certains joueurs, mais le problème, c'est que tactiquement, ça part de la tactique. Quand Thiago Mendes, il veut pas demander le ballon au milieu de terrain, c'est qu'il a plus l'habitude de demander le ballon pour partir sur le côté. Donc, ok, il a peut-être un souci de leadership, mais partir aussi de la tactique. En tout cas, on pourra en reparler longuement, tout au long de la saison et des prochains jours sur Inside Goals de cette, décision de l'Olympique Lyonnais en tout cas d'écarter pour l'instant
Silvigno, on le rappelle, du poste de coach de l'OL. Vous pourrez suivre bien évidemment sur Inside Goals les rumeurs, les choix qui vont être faits tout au long de la trêve internationale. Quant à nous, on se retrouvera pour le Gonecast contre Dijon. On espère avec un nouveau coach. Je pense qu'on ne souhaite pas voir Gérald Batix sur le banc, mais on ne sait jamais avec l'Olympique Lyonnais. On parlera bien évidemment des joueurs, tout ça, on aura plus le temps de revenir sur tout ça. Messieurs, je vous remercie, Sofiane, Eddy Fleck et Merci. Dylan, en Avec remerciant plaisir. Yanis qui a été là pendant cette émission. Et donc voilà, encore un nouveau coach pour l'OL. Merci à vous pour votre écoute ce soir. Vous avez été très nombreux. On comprend pourquoi avec ce derby hier et donc cette annonce choc. Et donc, quant à nous, on se retrouve pour le match contre Dijon, pardon, je vais y arriver. Très bonne soirée à vous et merci beaucoup. Salut à tous. Salut à tous.